Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle on va parler de la place de l'argent dans le couple. Bah oui, parce qu'on se met en couple pour plein de raisons, on a plein de choses en commun, mais parfois on a une vision complètement différente de l'argent, on ne gère pas l'argent de la même manière, on n'a pas la même vision des dépenses qui doivent être faites, des investissements qui doivent être faits, et si on rajoute à ça le fait que relativement souvent, les revenus ne sont pas égaux entre les deux personnes du couple, on se rend compte que l'argent, ce n'est pas un sujet neutre et que ça peut créer pas mal de tensions. Et on va commencer par la décision clé à laquelle vous avez déjà sûrement réfléchi si vous êtes en couple, c'est le sujet des comptes bancaires. Il y a en général 3 méthodes. Première méthode, séparation totale, chacun garde ses comptes et puis on répartit ensuite les dépenses. Par exemple, il y en a un qui paye le loyer, il y a l'autre qui paye les courses, etc. C'est assez typique des jeunes couples. Ensuite, il y a une mise en commun partielle, c'est-à-dire qu'on va avoir un compte commun, un compte joint, chacun va contribuer à ce compte et ce compte va servir à payer les dépenses communes. Alors bien sûr, la question qui vient après, surtout si les revenus sont différents, c'est de savoir si chacun doit mettre la même somme ou plutôt un prorata des revenus. Et le troisième cas, c'est la mise en commun totale, tous les revenus et toutes les dépenses sont faits à partir d'un même compte commun. Et selon un sondage Harris Interactive de 2020, c'est cette dernière solution qui est la plus populaire puisqu'elle est utilisée par 51% des Français en couple. Et sans surprise, ça augmente avec la durée du couple et on passe à 61% chez les couples de plus de 10 ans. C'est personnellement la méthode que j'utilise de mon côté, mais évidemment, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment extrêmement personnel comme sujet. La méthode du compte joint partiel, elle est choisie par 24% des couples et la séparation totale des comptes par 24% des couples. Donc on voit que c'est assez bien réparti, bien réparti, disons que c'est assez clair. Moitié compte commun, un quart avec un compte commun partiel et puis un autre quart qui va être la séparation totale. Et quand on demande aux sondés s'ils sont libres dans leurs dépenses, il y en a 50% qui répondent qu'ils sont totalement libres dans leurs dépenses, 40% qui ont choisi vous et votre conjoint suivez les dépenses de l'autre, mais les laisser libres, et 8% qui ont coché « Vous et votre conjoint contrôlez les dépenses que chacun fait ». Et là, c'est vrai que c'est un peu plus tendu. Je pense que ça rejoint globalement les chiffres sur le compte joint, puisqu'on peut imaginer que les 50% qui répondent qu'ils sont totalement libres, ça va être les 50% qui utilisent encore des comptes séparés, que ce soit ceux qui ont un compte commun ou pas du tout, mais le fait d'avoir des comptes séparés, forcément, ça induit une liberté sur les dépenses. Et ensuite, on peut dire que ceux qui suivent, mais qui laissent libre, ou bien ceux qui contrôlent, vont être ceux qui ont choisi le compte commun. Et sur ce thème des dépenses, justement, quand on demande si les dépenses individuelles sont une source de conflit au sein du couple, heureusement, il y a 84% qui répondent que non. Ça monte même à 92% chez les plus de 50 ans. Mais il y a quand même 16% pour qui c'est une source de conflit. Donc je le répète ici, on parle bien des dépenses individuelles. Et ça monte même à 29% chez les hommes de moins de 35 ans. Alors j'imagine que cette question des dépenses individuelles qui sont une source de conflit, ça dépend énormément des revenus, parce que forcément quand on a de petits revenus, chaque dépense peut malheureusement créer des tensions. Si on passe maintenant aux gros achats en commun, donc ça va être typiquement des meubles, une voiture ou un achat immobilier, ça va être une source de joie pour 77% des personnes, mais c'est aussi une source de stress pour 23%, notamment la question de la répartition en cas de séparation, le fait que ce soit un signe d'engagement, etc. Alors là, c'est vrai que pour le coup, la question, elle a le mérite d'exister, mais moi, même si j'aurais répondu plutôt source de joie, ça me paraît quand même normal qu'il y ait parfois du stress, surtout pour un jeune couple. Un premier achat immobilier en commun, souvent lié à un emprunt en plus, c'est forcément un gros pas. Donc je pense que, notamment pour les premiers gros achats, ça va être à la fois une source de joie et puis à la fois une source de stress. Ensuite, quand on demande si vous aviez la possibilité économique de faire tous les achats conséquents seul, est-ce que vous préféreriez tout de même partager la dépense avec votre conjoint? Il y en a 74% qui répondent oui et 26% qui voudraient faire ces achats séparément. Et c'est intéressant de voir que les achats communs, ce n'est pas uniquement une nécessité économique, c'est aussi une volonté, un vrai signe d'engagement pour les 3/4 des gens. Et ce qui est marrant, c'est que vouloir faire les achats séparément, c'est très masculin. On monte à 40% chez les hommes de 35 à 39 ans. Donc on sent la crise de la quarantaine qui pointe et puis l'envie de s'acheter un cabriolet. Ensuite, j'ai aussi regardé une étude de l'INSEE qui est plus précise en fait et qui va détailler les facteurs qui jouent sur la mise en commun des revenus. Et on voit que, sans surprise, les facteurs principaux pour décider si on met l'argent en commun ou non, ça va être le mariage. Donc les couples mariés mettent 2 fois plus en commun leurs revenus. Il va y avoir l'ancienneté du couple
évidemment, le fait d'avoir des enfants. Et puis, les liens financiers avec d'autres ménages, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de familles recomposées qui ont des liens financiers avec les anciens conjoints pour partager les dépenses des enfants, etc. Et enfin, dans une dernière étude Ipsos, il y a quelque chose qui m'a pas mal surpris, c'est le fait que 42% des Français trouvent normal d'avoir des secrets d'argent dans leur couple. Et en fait, les Français sont premiers sur le podium européen, les plus transparents étant les Hollandais à 13% et les Polonais à 20%. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français, ils trouvent normal d'avoir des secrets financiers, mais c'est pas pour autant qu'ils en ont, puisque seuls 14% des Français déclarent que leur partenaire ne connaît pas l'exhaustivité de leur situation financière. Les plus jeunes sont plus secrets que leurs aînés concernant l'argent dans le couple, ce qui me paraît normal en fait, parce qu'ils sont par définition dans des couples plus jeunes. Et ce qui est drôle, c'est que Ipsos n'a pas la même conclusion que moi, puisqu'ils disent la transparence sur les finances personnelles est donc une affaire de génération. Et les plus jeunes ont désormais plus d'indépendance financière vis-à-vis de leurs conjoints que leurs aînés. Moi, je ne tire pas la même conclusion. Pour le moment, c'est la durée. Enfin, ce que je vois, c'est que c'est la durée du couple qui joue. C'est pas une affaire de génération. En tout cas, on peut pas encore le dire. Les plus jeunes sont plus indépendants, oui, mais c'est vrai qu'ils ont aussi des couples plus jeunes. Donc, on ne sait pas encore ce qui est le vrai facteur. Alors, on le voit, hein, l'argent, c'est loin d'être un sujet neutre dans le couple. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la catégorie sociale, quels que soient les revenus. Tout simplement parce que quand vous avez des petits revenus, ben, chaque dépense compte. Donc, qui dépense quoi, c'est très important. Qui contribue à quel montant pour chaque dépense commune, c'est aussi un sujet très important. Mais pour les personnes qui ont des revenus plus importants et encore plus des patrimoines importants, alors bien sûr, il y a moins de questions sur les dépenses, mais les questions, elles vont être plutôt du côté du patrimoine. Comment se répartit le patrimoine et qui va récupérer quoi en cas de séparation. Et il y a aussi ce facteur maintenant qui est rajouté, qui est le fait des familles recomposées, puisqu'on le sait, hein, le nombre de séparations est vraiment énorme. Et ces familles recomposées, là où ça va être extrêmement complexe, c'est lors des successions. Je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes une famille recomposée, de vous poser la question. Alors ça, c'est vrai pour tout le monde. Posez-vous la question de votre succession pendant que vous êtes jeune. Ça peut, renseignez-vous au moins un minimum là-dessus, mais surtout pour les personnes avec des familles recomposées, parce que c'est pas du tout évident et vous pourrez être surpris de ce que vous allez trouver, et notamment le fait que potentiellement vos enfants d'une première union ne sont pas assez protégés. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas vous, comment vous gérez vos finances personnelles. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous êtes plutôt dans la team indépendant ou plutôt dans la team on met en commun. Voilà, merci encore pour votre fidélité et puis à bientôt pour une nouvelle émission.